Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au deuxième jour Algam Lighting Days. Je suis Joël Azelinon, directeur technique pour la partie lumière chez Algam Entreprise. Et j'ai la chance d'animer la session de ce matin qui est une initiation au P3. Alors pour commencer, j'aimerais commencer par quelque chose de pas très conventionnel, c'est remercier Clément et Florian d'avoir rendu toutes ces animations possibles. Dans un deuxième temps, j'aimerais remercier aussi la direction Algam au sens large, donc j'entends par là la direction aussi bien à Nantes qu'à Paris, pour leur confiance. Commençons. Sur la présentation du jour, j'aimerais vous faire en fait un petit détail sur la partie P3. Donc on essaiera de présenter les produits de manière assez simple. On parlera un peu de la connectivité, on parlera du P3 port parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de confusion. On aura un exemple de mise en route du logiciel et on finira par un exemple de travail. Le dernier point, c'est plutôt un point sur la dernière mise à jour du software qui pour moi vient un peu révolutionner, moderniser le logiciel P3. Commençons. Donc le P3 est un processeur, ça c'est important parce que finalement un processeur il ne crée pas de vidéo. Il traduit la vidéo d'entrée en signal interne et dans un protocole propre à son logiciel pour les produits qui vont suivre le processeur. Ça c'est important parce que du coup en termes d'appellation on peut aussi le définir comme un software ou comme un logiciel classique. Alors il y a différentes manières d'appeler les P3. Bien entendu, il y a leur petit nom, il y aura le P3050, le P300, le P350, le 200 et le 300. Le P3PC, je le laisse volontairement un peu de côté, je reviendrai un peu dessus après. Le premier réflexe normalement pour définir un P3, c'est son espace de gestion. C'est ce qu'on va appeler l'espace pixelaire. Donc du coup, on va les identifier par rapport à la taille de l'espace pixelaire. Donc sur le P3050, on sera autour des 100 000 pixels. Le P300, qui est lui un peu plus ancien, on était à 520 000 pixels. Le P350, qui en réalité est le remplaçant du P300, on sera aujourd'hui à 520 000 pixels. Le P200, plus ancien, 520 000 pixels. Et le P300, qui lui en réalité vient remplacer le 200, est carrément à 2 millions de pixels. Alors pour la petite parenthèse, c'est qu'on a en réalité 4 sorties physiques sur le P300 et on a 520 000 pixels par sortie. La deuxième manière de pouvoir en fait identifier un P3, en réalité, c'est aussi la quantité de produits qu'on va mettre derrière. Donc il y a d'un côté toute la partie mur vidéo, et j'englobe dedans finalement que ça soit Face5, les LC panels qui sont beaucoup plus anciens mais qui ont quand même existé dans la gamme Martin. On va voir toute la partie Creative Product mais aussi les LIR Martin. Et on va avoir ce qu'on appelle les flexibles vidéo, c'est plutôt les chapelets de lumière. Donc pareil, en fait, à la sélection de son P3, on va regarder les quantités de produits que nous, on a besoin de solliciter, et c'est comme ça qu'on fait pour affiner le choix d'un P3 en termes d'utilisation. Je vous ai dit que je ferais un point un peu plus approfondi sur le P3 PC, parce que finalement, il a un côté très atypique, parce qu'il est installable directement sur un ordinateur. Alors, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, il est compatible pour l'instant que Windows. Je dis malheureusement parce que il est prévu à un moment donné, peut-être que ce logiciel-là s'étende à un Mac, mais c'est juste qu'en termes de développement, ça demande un peu plus de temps et beaucoup plus de travail. Mais c'est des choses qui, plus il y a d'utilisateurs et plus il y a de chances qu'à un moment donné, il soit compatible sur Mac. Ce qui est important, c'est que ce logiciel-là, il est entièrement gratuit. Alors ça fait quand même quelques temps et sa gratuité, c'est sur toute la partie gestion software, mais aussi sur l'espace de travail qu'il va lui pouvoir gérer. Il est un peu plus restreint, mais il est quand même, il est pas si anodin, c'est quand même 20 000, à peu près un peu plus de 20 000 pixels. Et ce qui est très important, c'est que finalement, il donne exactement le même espace ou la même qualité de travail que les produits en partie rackables. Donc on aura en plus un outil de calibration de murs de LED et de ce qu'on appelle produit créatif, c'est que ça permet de tout simplement à un moment donné de récupérer on va dire les disparités qu'il pourrait avoir au moment où on crée un mur de LED. Donc dernier coup de marteau, alors je ne parle que P3 tout à l'heure et des spécifications, je réinsiste parce que c'est important que tout le monde comprenne on va dire l'environnement du choix du P3. Donc je retourne sur le P3 PC. 20 000 pixels, et puis après on va parler des différentes gestions du logiciel. Donc le P3 050, le 150 et le 300. Et puis après on va parler effectivement des différents types de vidéos en entrée qu'on aura en acquisition. Et bien entendu, un point qui est important aussi, c'est les fois où on va mettre des LIR à l'arrière de ces processeurs, l'univers DMX qui sera pilotable. Donc,
Pour resituer, je vous ai mis le P3 dans une forme d'araignée géante pour comprendre un peu mieux aussi sa place dans une utilisation globale. Donc on va avoir d'un côté l'opérateur DMX qui lui va envoyer des informations au P3 qui lui va les transformer sous forme de protocole interne pour les différents produits de la gamme. Alors historiquement c'est vrai qu'on parlait vidéo autour de ce processeur-là, mais aujourd'hui quand on a la partie vidéo, c'est ce qu'on voit dans la partie basse. Et la petite nouveauté, c'est faire en sorte que toutes les lyres de la gamme Martin, donc à partir du Macalure, et aujourd'hui ça va devenir un nouveau standard, on aura à chaque fois la possibilité de piloter n'importe quel des lyres de la marque Martin avec le processeur. Le petit gigabit qui a été mis ici, c'est tout simplement le switch Ethernet qui a été mis ici, c'est tout simplement parce que pour préciser quand même que c'est du gigabit et non du mégabit, parce que forcément la quantité d'informations qui est véhiculée dans les câbles nécessite d'avoir le matériel en amont, en aval, pardon. Petite précision aussi sur la partie média serveur, ça c'est important. Le média serveur, c'est celui qui crée le contenu vidéo qu'on veut envoyer dans les différents produits. Ça aussi, c'est important de pouvoir vous le visualiser parce que souvent on a l'impression que le P3, lui, va être en capacité de créer la vidéo. Non, c'est pas du tout le cas. On aura toujours besoin d'un média serveur qui, lui, va créer le contenu média ou le contenu vidéo, ça dépend comment on veut l'interpréter. Et à chaque fois, ça passe à travers le P3 pour finir à l'intérieur des différents produits Martin. La petite parenthèse, c'est que le P3PC, lui, il a quand même la vocation de dire qu'on a toute la partie software qui fonctionne sur l'ordinateur, et finalement, l'ordinateur, lui, devient le média serveur. Donc, à un moment donné, on va définir un espace dédié de l'écran, dans lequel on enverra via un player de l'ordinateur, donc ça n'a rien à voir avec le logiciel Martin, pour le coup, qui fera office d'information globale pour ce qui sera envoyé vers les machines. On continue. Focus sur la connectivité. Alors, on va avoir à l'arrière de chaque processeur la possibilité de les piloter directement en DMX. Donc là, on va voir à chaque fois l'entrée et la sortie, et là c'est un choix au fabricant, ça sera toujours du Nutrix. Ça aussi, c'est fait dans un esprit de, on va dire, de pouvoir prolonger la durée de vie de chacun des matériels. On va avoir la possibilité de voir ici l'entrée et ou sortie du P3. On va avoir l'entrée vidéo, donc l'entrée et la recopie. On va avoir la possibilité de mettre un écran, bien entendu, sur le processeur. On aura 2 ports USB. On retrouvera aussi 2 ports USB en façade. Alors l'idée, c'est de pouvoir connecter quand même un clavier, une souris et des clés USB si on le souhaite pour sauvegarder des informations ou au contraire pour mettre des informations à l'intérieur du processeur. Alors cette entrée-là, elle est assez atypique parce que c'est ce qui permet d'un côté effectivement de piloter le P3 en ArtNet, donc c'est-à-dire finalement de la console de l'opérateur pour communiquer avec le P3 si jamais il ne veut pas le faire en DMX. Et en même temps, on aura par la même entrée la possibilité de commander le P3 via un site internet lambda. Ça, c'est plutôt pour les fois où on va être sur une install fixe, où on fait de la média façade, ou ça peut être dans des bureaux, quand on fait une install liée à quelque chose qui effectivement ne bougera pas. Donc là, on était sur le P350, comme vous pouvez le voir. À chaque fois, on aime bien rappeler l'espace pixelaire et le nombre de machines qu'on peut mettre à l'arrière de chacun de ces processeurs. Donc, je vous le précise parce que finalement, ici, on bascule sur le P3 150. Au niveau de la connectivité, c'est sensiblement les mêmes. Au niveau de la taille, c'est sensiblement aussi les mêmes machines. C'est vraiment l'espace pixelaire qui diffère. Donc, un dernier focus sur la partie P3300. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau des sorties P3, donc c'est 4 x 520 000 pixels. Et là, par contre, en termes d'acquisition vidéo, ça va être un peu plus évolué. Effectivement, on va voir l'apparition du SDI et du Genlock. On a toujours le DVI en entrée et toujours le système de pilotage. Au niveau de l'alimentation, c'est plutôt classique, hein, c'est du Schuko avec un interrupteur à l'arrière. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, volontairement, je vous ai retiré le P300, le P3200, parce que finalement, c'est des produits qu'on considère aujourd'hui être arrêtés, mais on ne sait jamais, vous pouvez toujours les retrouver sur le marché, donc il est important de quand même vous démontrer le contenu et les capacités. Et c'est aussi important de préciser que chacune des mises à jour du soft du logiciel sont compatibles avec les versions plus anciennes. Donc, je sors de mes connectivités. Une petite parenthèse aussi pour vous dire que la partie P3 est installable directement dans certains média serveurs. Donc là, effectivement, l'idée, c'est d'améliorer, on va dire, le rapport utilisateur pour gagner du temps en termes d'installation classique. Alors, ça peut être encore une fois de l'installation fixe ou tout simplement en tournée ou sur un show. Donc, le P3 est un produit, effectivement, qui a vocation à un moment donné à s'étendre.
Et bon, je trahis peut-être un peu un secret, mais je vous le dis quand même, c'est qu'il y a aussi des discussions pour faire en sorte que peut-être le P3 soit directement installé dans certaines consoles. Toujours une fois, enfin toujours dans l'idée d'améliorer le rapport à la connectivité. Alors, le petit point sur lequel moi je voulais vraiment vous alerter un peu, c'était sur la partie P3 PowerPort, parce que justement le fait qu'il y ait encore l'appellation P3, souvent on peut se tromper en pensant ne plus savoir faire la différence entre un P3 050 et un P3 PowerPort en pensant que ça soit des familles de produits. En fait, pas du tout. Le P3 PowerPort sont ni plus ni moins que des alimentations. C'est des alimentations des produits qu'on mettra à l'arrière. Donc on va avoir une version étanche pour le 1000 et une version non étanche pour le 1500. Faut savoir que la version étanche, c'est pas forcément quelque chose qu'on va installer en extérieur parce que c'est étanche, mais c'est aussi les fois où on va faire une installation et que finalement l'entretien sera quelque chose qu'on aura mis en avant dans les discussions. Le P3 1500, P3 PowerPort 1500, lui forcément le fait qu'il y ait de la ventilation, on pourra mettre un peu plus de produits, mais il nécessitera d'un peu d'entretien, c'est tout à fait logique. Donc pour illustrer un peu tout ça, je vous ai mis quelques schémas pour situer en fait la présence du P3 contrôleur et de l'autre côté les alimentations. Donc effectivement, vous avez différents types de produits qui nécessitent d'avoir des alimentations. Ce n'est pas le cas des lyres Martine. Effectivement, pour toute la famille des produits Martine, que ça soit VDO, donc ce qu'on appelle VDO, c'est les produits créatifs. Donc ça peut être les Pixline, ça peut être les Skeptron, ça peut être les DOT HP, nécessite d'avoir une alimentation en amont. Donc du coup, c'est dans ce cadre-là que vous pouvez voir ce schéma. Donc ce qui est vrai pour le P3 PowerPort 1000 IP est vrai aussi pour le 1500. Donc là, effectivement, vous pouvez voir, on a volontairement mis différents types d'images pour qu'on ait conscience un peu de ce qui vient en aval de l'alimentation. Donc, j'espère que cette parenthèse sur les P3 PowerPort maintenant vous permettra de mieux situer leur utilité. Commençons sur la partie justement logicielle. Alors volontairement, encore une fois, j'ai pas voulu que ça soit trop technique, donc vous verrez, j'ai essayé d'épurer au maximum. Pour moi, le plus important, c'était de faire passer le message d'un premier temps le rôle du P3 et en même temps comment on peut le solliciter. Et vous verrez qu'en quelques clics, en réalité, on arrive à produire quelque chose de très rapide au niveau de la sortie des produits. Donc quand on va démarrer le logiciel, en fait, on va se retrouver face à trois modes différents de choix. Je vais vous les détailler rapidement. Donc on va avoir le Real World, on va avoir le 1 sur 1 et le Freescale. Le Real World, en fait, c'est celui que tout le monde utilise, on peut dire dans 99% des cas, parce que finalement, c'est le plus logique. On va mettre des produits sur le, on va dire un repère orthogonal, mais qui est en réalité un canvas. Et finalement, la taille du produit est celle qui est proposée par le logiciel. Le 1 sur 1, finalement, c'est la taille du produit qui est reconnue par rapport à son espace pixelaire. J'entends par là qu'effectivement, un produit qui va avoir 100 LED sera plus gros qu'un produit qui en a 10, même si physiquement, en réalité, il est plus petit. Le Freescale, c'est le dernier né. C'est celui qui permet alors ça c'est assez marrant, c'est celui qui permet de pouvoir finalement dessiner un espace de travail à souhait. Ça aussi c'est né on va dire du rapport ou des retours utilisateurs. Il faut savoir que le P3 c'est un logiciel qui est développé vraiment par Martine et qui évolue au gré, on va dire des retours clients, des retours expérience terrain. Donc n'hésitez pas à tout moment, si justement vous voyez des choses ou du moins si vous espériez voir des choses dans le logiciel que vous ne voyez pas, sachez qu'on est complètement à l'écoute pour faire évoluer le logiciel à côté de Martine. Donc le Freescale, comme je vous disais, il est né de ça, c'est la possibilité, si on le souhaite par exemple, de dessiner un plan de travail qui s'étend sur 2 km. Donc effectivement, si on faisait un travail d'installation à l'échelle d'un pont, ça aurait complètement du sens. Une fois que le logiciel a démarré, donc on va se retrouver sur ce type d'image. On va avoir d'un côté l'espace de travail, on va avoir le setup, la bibliothèque des produits. Ce que vous voyez ici, c'est l'endroit où finalement vont être retrouvées toutes les machines qui seront installées sur l'espace de travail. Là, c'est ce que finalement le P3 voit en sortie du processeur. Et après, une courbe qui va pouvoir gérer le brightness. Donc, je vous fais un petit focus sur ça, sur la partie haute, effectivement, comme je vous ai, vous avez le setup et différents types de réglages qui permettent tout autant de pouvoir justement solliciter le logiciel. J'ai décidé de vous faire un petit focus sur la partie justement bibliothèque parce que pour moi, des fois, c'est ce qui peut amener à des confusions.
Généralement, lorsqu'on démarre un projet, on a quand même des idées en tête qui sont très claires. Et j'entends par là que finalement, on travaille rarement sur 3 produits ou 4 produits en même temps. Sachez quand même qu'il est tout à fait possible via le P3 de pouvoir sélectionner l'entièreté de la bibliothèque et finalement d'envoyer le même signal qui sera complètement synchronisé sur chaque produit. Ça, c'est quand même aussi une spécificité du P3. En tout cas, moi, ce que j'ai voulu, c'est pouvoir isoler au niveau de la bibliothèque, donc de la librairie, de certains produits pour vous montrer qu'effectivement, en cliquant sur All Fixture, on va pouvoir justement de dire, tiens, si je travaille que sur des Skeptron ou sur des Pixline, je vais pouvoir isoler tous les Skeptron et toute la famille Skeptron. L'idée, c'est à chaque fois de pouvoir chercher beaucoup plus rapidement le produit qu'on souhaite solliciter. Le slide suivant, j'ai voulu vous faire un focus sur la partie vidéo input. Ça, c'est relativement important. Comme je vous disais, le P3, on lui envoie de la vidéo et puis après, lui, il la traduit dans un langage dédié au produit Martin. Donc en fait, comment ça se passe? On va avoir à sélectionner la vidéo en entrée et on aura tout type de réglage autour de cette vidéo. Ça quand même, c'est un côté qui est quand même assez sympa. De l'autre côté, on va pouvoir bien entendu jouer aussi sur le scaling de la vidéo ou tout simplement modifier la taille en réel dans le logiciel. Et puis après, il y a des courbes de travail qui sont bien connues, que ce soit la gestion du brightness ou justement la courbe gamma. Ça, c'est pour vraiment les pros de la vidéo. Mais bon, en tout cas, sachez que tout ça, c'est des choses qui apparaissent en parallèle de ce qui arrive en fait dans le processeur en termes d'acquisition vidéo. Alors l'idée, encore une fois, c'est pas complètement de transformer le signal d'entrée, mais on a quand même on va dire, une amplitude du choix des possibles. Alors, un petit focus quand même sur la partie justement sélection des vidéos en entrée. Comme vous pouvez le voir, effectivement, si je rentrais en DVI, on va aussi pouvoir changer directement la taille de la vidéo. Donc un petit focus sur ça aussi, que ça soit sur la partie composante, donc ça c'est ce qu'on a sur les P3 200 comme sur les P3 300. On va avoir le SDI et on va avoir la possibilité via le P3 PC de faire en sorte que, comme je vous disais, l'écran de l'ordinateur devienne le média serveur, donc ça veut dire la source d'entrée vidéo pour le logiciel. On va avoir sur la partie basse de l'écran justement de vidéo input des presets. Alors là, les presets, c'est quelque chose qui est assez sympa parce que ça va permettre de pouvoir carrément personnaliser en fait les différentes vues sur lesquelles on travaille. Il faut savoir que le logiciel, comme je vous disais, il est vraiment dédié à différents marchés, différents milieux. Ça peut être le marché de la tournée. Effectivement, ils peuvent se dire qu'ils ont différents plans d'acquisition et ils vont avoir différents réglages en fonction des plans d'acquisition. C'est vrai que lorsqu'on est sur une installation fixe, en général, on va faire les réglages une fois et après on n'y touche plus. Mais bon, sachez que les presets existent parce que finalement, même au gré des différents médias qu'on envoie à l'intérieur du processeur, on peut aussi avoir besoin d'affiner au niveau des presets. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir sauvegarder tous les réglages souhaités sur les produits et sur la partie utilisation logicielle dans ces petits carrés-là. Alors pour le coup, ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'on va pouvoir cumuler justement les différents effets qu'on aura réglés au niveau du logiciel. Donc ça veut dire qu'on pourra les cumuler, on pourra complètement les personnaliser, on peut changer le nom, on peut mettre des photos même si on le souhaite en façade. Mais là, comme je vous disais, j'ai pas souhaité aller trop loin au niveau des détails techniques du logiciel. Donc voilà, je vous explique que c'est possible et puis après, c'est des choses qu'on peut très bien voir ensemble lors de formation. Alors, pour que ça soit plus concret, je vous emmène sur un exemple de travail. Et pour le coup, encore une fois, que j'ai essayé de mettre le plus allégé possible. Donc ça veut dire que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai affiné un peu ma librairie sur le côté. J'ai pris les Fatrons parce que c'est un produit que j'affectionne. Et je les ai placés de manière complètement aléatoire sur mon canvas, qui est finalement, comme je vous disais, un repère orthogonal. L'idée, c'est que chaque produit a sa position dans le repère orthogonal et que finalement, c'est à cet endroit-là qu'on envoie l'information et c'est finalement le travail du P3. Et c'est là où finalement la chose est assez sympa, que ça soit des Fatrons, que j'aurais pu mettre des Skeptrons en parallèle ou d'autres produits de la gamme, ça aurait été la même chose. À partir du moment où ils ont trouvé leur emplacement justement sur ce repère, chaque information envoyée est gérée directement par le processeur, par le logiciel. Ce que j'ai voulu vous montrer par la suite, c'est que une fois qu'on a posé de manière aléatoire les produits, il est tout à fait possible de pouvoir justement avoir des réglages en parallèle de tout ça. Donc j'entends par là que j'ai cliqué tout simplement sur un des Fatrons et si je fais un focus, je vais me retrouver à pouvoir de manière individuelle à pouvoir modifier sa courbe de brightness. Je vais pouvoir modifier son orientation. Donc là, c'est ce que j'ai fait sur le plan suivant. Je lui ai rajouté 90 degrés. Je vais pouvoir modifier sa position finalement dans le repère orthogonal via justement le déplacement des X et des Y.
Donc c'est là où on retrouve effectivement l'appellation de repère orthogonal. Je peux modifier son nom. Alors il faut savoir que les numéros que vous voyez là, c'est uniquement un repère logiciel. C'est ce qui va permettre à un moment donné, comme vous pouvez le voir au départ, c'était de pouvoir additionner une quantité de produits par champ de vision. Mais c'est en aucun cas l'adresse DMX du produit. C'est pas l'idée. Il y a un espace dédié à ça, mais c'est pas ça du tout. Donc on retrouve bien entendu le nom et la taille du produit. Ce qu'on va avoir comme dernier réglage, c'est la possibilité de modifier toutes les couleurs de la machine. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, et là c'est le champ des créatifs, on peut se dire, bah tiens, sur tel produit, je veux que le rouge n'apparaisse jamais. Et donc du coup, on va pouvoir modifier justement sa courbe de manière à faire en sorte que le rouge soit un peu moins marqué ou soit carrément à zéro. Dans la même idée, parce qu'on peut justement additionner différents produits qui vont avoir différentes tailles et donc différents types de puissance, on peut très bien dire, bah voilà, mes Skeptrons qui ont 100 LED, si je les fais fonctionner à côté d'un Phatron, bah du coup j'ai besoin que la luminosité soit un peu moins forte, et c'est quelque chose que j'ai pas envie de gérer directement de l'opérateur. Donc je peux, via le P3, faire en sorte que ça soit géré en amont. Donc, pour rappel, j'ai placé directement mes produits sur mon espace de travail. Finalement, comme je vous disais, en quelques clics, on est plutôt très rapide sur l'exécution de ce qu'on peut faire avec le P3, puisque du coup, je vous ramène sur mon araignée de départ. Je suis dans cette étape où effectivement j'ai placé mes produits, donc ça veut dire que mes produits sont physiquement installés sur mon installation, sont reconnus par mon logiciel, et de là, il me reste plus qu'à envoyer soit une information, on va dire DMX, ou soit une information vidéo. Le choix que j'ai fait pour illustrer cet exemple, c'est une information vidéo. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai changé de vue, je me retrouve finalement sur la partie P3, enfin vidéo input, et comme je vous disais, c'est là en l'occurrence on est sur un P3 PC, donc c'est l'écran qui devient la source vidéo. Donc j'envoie ma vidéo tout simplement sur mon système, et finalement tout ça en quelques clics. Donc ça, c'est l'utilisation la plus basique, entre guillemets, que je pourrais faire du logiciel. Maintenant, je vais essayer de relever un peu le niveau. C'est-à-dire que je vais lui donner, ou du moins je vais attendre de lui, qu'il mette sur un point un peu plus professionnel. Alors là, tout de suite, je vous ai mis dans le grand bain, c'est que j'ai directement intégré dans le fond de mon logiciel une image qui, elle, est fixe. Et en fait, à tout moment, je peux déterminer des distances de travail à l'intérieur de l'image, et le logiciel va automatiquement affiner la taille du produit par rapport à justement la taille réelle dans ma photo. Alors j'entends par là que je détermine, on va dire par exemple sur la distance d'un ampli, je vais lui dire il fait 1 mètre, il va pouvoir en fait resizer chacun des produits que je vais utiliser directement dans l'image. Donc ça c'est quand même relativement fin. Donc là je suis resté un peu sur l'exemple des Phatrons mais qui sont un peu mieux rangés, et j'ai profité pour rajouter des Skeptrons sur la partie haute. Alors, je vous ai parlé de cette image, pour vous resituer par rapport à ce qu'on voyait juste avant. Voilà ce que ça donne si j'enlève l'image justement au fond. Donc là, on voit que le design, effectivement, c'est celui qui colle à l'image, mais voilà ce que ça donne finalement dans mon espace de travail. Donc j'ai pu déterminer des sens de placement des produits et finalement, tout simplement pouvoir superposer pour envoyer des informations. Donc après, c'est le travail du processeur de pouvoir dire, OK, tous les produits sont mis dans ce sens-là, mais par rapport à la taille de l'image, ça ne changera rien parce que derrière, lorsque j'envoie une vidéo, la vidéo est envoyée par rapport au design que moi j'ai défini. Alors pour que ça soit un peu plus sympa, par moment, ce qui est possible au niveau des vidéos input, on peut changer le point de vue. Si je change le point de vue et que finalement je fais une isolation sur uniquement la vidéo qui va passer à travers mes produits, voilà ce que ça donne. Donc on se rend compte que, encore une fois, si ce n'est ce travail d'intégrer une photo, donc ça veut dire, ça sous-entend quand même d'avoir pris la photo dans un bon format et dans la bonne position, donc effectivement si on était en biais ça marcherait moins bien, on peut très rapidement via le P3 se mettre en situation et avoir un bon rendu de ce qu'on aura en réalité. Alors, je reste sur cette idée encore finalement de photo qui vient en fond avec mon exemple de vidéo. Voilà ce que ça donne si finalement je reste sur l'idée de projeter de la vidéo directement sur mon système, mais cette fois-ci avec l'écran de fond. Donc volontairement j'ai grossi un peu l'image. Et ça permet de se rendre compte que le rendu est relativement fidèle. Et à partir de là, ça c'est un travail qu'on fait uniquement sur un ordinateur à la maison, mais que quelque part sur ma scène, ça veut dire que j'aurai exactement le même rendu. Alors, encore une fois, j'ai pris l'exemple d'une scène parce qu'effectivement, c'est ce qui était le plus simple
par rapport à l'illustration, mais si j'étais à l'échelle d'un bâtiment, ça serait exactement la même chose. Je pourrais avoir justement l'idée de faire une média façade. Je vais donc avoir la photo de mon bâtiment, je vais disposer mes différents points, les différents points que j'aurais sollicités, on va dire sous forme de solutions lumineuses. Ça peut être des dots HP, comme ça peut être des systèmes de barres. Et ça veut dire que via le logiciel, avant même d'être sur place, je vais avoir un rendu très fidèle de ce que j'aurai en définitif. Donc voilà, on a fait un peu le tour des différentes fonctions du P3, de comment intégrer des produits, comment envoyer de la vidéo, comment gérer les différentes acquisitions. Maintenant, je finirai par vous faire ce point, comme je vous disais, sur justement la nouveauté, les différentes nouveautés de la mise à jour 5.2 qui date du mois de décembre. Alors, c'est vrai cette mise à jour, on va dire qu'elle a quand même été faite un peu plus pour ceux qui font de la tournée, de l'event, parce qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du dessin libre de l'espace pixelaire, c'est parce qu'à un moment donné, on pouvait avoir des scènes qui nécessitaient soit de superposer les P3 et pour finalement avoir une taille d'image globale. Et effectivement, passer par un dessin libre permet de pouvoir dessiner une scène même de 30 mètres de long ou comme je disais tout à l'heure, jusqu'à 2 km. Ça fonctionne sans problème. On va avoir sur l'utilisation du logiciel des petites fonctionnalités qui vont aussi améliorer l'expérience utilisateur. On va voir justement le fait que le moment où on va faire passer la souris sur un produit, le fait d'agrandir automatiquement justement la barre sollicitée. On va avoir des nouveaux outils d'alignement, justement quand on fait un design global, c'est de dire que via cet outil-là, on va avoir justement des distances qui seront les mêmes d'un point A à un point B ou d'un produit à un autre. Ça c'est important parce que finalement avant il fallait le faire à la main et on n'était pas toujours sûr de où on travaillait. On va avoir des nouveaux tests pattern. Alors, au-delà du fait qu'ils soient nouveaux, c'est aussi le fait de pouvoir les solliciter à différents endroits. Ça paraît une évidence aujourd'hui quand on le dit, mais avant, le test pattern était dédié à l'espace vidéo input. Maintenant, effectivement, on peut faire la partie réglage et directement lancer les tests pattern sur différents formats. On va avoir la possibilité via le setup de pouvoir mettre aussi la vidéo en arrière-plan. Ça aussi, c'est un confort de travail. Encore une fois, comme je vous disais, c'est né de retours d'utilisateurs. Donc, pouvoir avoir la vidéo qui tourne en live, bien qu'on soit sur la partie setup. Donc, c'est-à-dire, c'est tout l'espace où on fait les différents réglages. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir affiner et les positions et l'orientation des produits si on le désire sur un seul espace dédié. Au niveau du pilotage, il y a aussi une amélioration. Avant, on était plutôt sur une gestion des univers qui avoisinait les quelques, on va dire, on était autour des 16 univers de pilotables. Aujourd'hui, on a carrément étendu, on est à 128 univers pilotables. Le fait qu'il y ait de l'ARPANET sur les processeurs, c'était quelque chose qui existait déjà, mais un peu moins sur la partie PC. Après, l'une des dernières nouveautés, c'est justement de moderniser toute la partie vidéo, donc toute la partie Skeptron, Phatron, qui elle avant était pilotable soit en DMX, soit via le P3. Aujourd'hui, c'est compatible via le logiciel. On peut pas basculer via le P3, hein, j'insiste, on peut basculer de DMX à vidéo. Donc voilà en gros les points que je voulais mettre en avant. Alors il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai pas voulu trop charger. Il y a plein d'autres points qui viennent avec cette mise à jour, mais voilà, pour moi c'était pour ceux que j'ai notés comme être les plus importants. J'espère que du coup vous aurez bien saisi le contenu de cette initiation. Je précise quand même qu'on propose des formations beaucoup plus profondes. C'est des choses qu'on fait déjà depuis quelques années. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, on fait des formations différents niveaux et on peut se déplacer si c'est nécessaire en fonction de la quantité de personnes informées. Du coup, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, libre à vous de pouvoir poser des questions. Donc, vous avez maintenant une plage de temps dédiée à ça. Alors, je sais pas au niveau du chat, est-ce qu'on a des questions? Alors oui, en effet, on a des questions ici. On nous demande si le logiciel est disponible en plusieurs langues, à savoir en français. Non, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait été plus confortable, mais il est uniquement en anglais. C'est pour ça que de temps en temps, moi, je suis pas toujours fan de tout traduire. Quand on parle de setup, on reste sur le setup et c'est comme pour les consoles. Aujourd'hui, le P3, il est tellement général. Pour lui laisser la possibilité d'évoluer le plus rapidement possible, il faut qu'il soit dédié sur une seule langue. Après, effectivement, on dit que l'anglais, c'est la langue universelle, donc non, il restera en anglais. On nous demande également, avons-nous un retour d'information des machines sur le P3? Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, depuis la dernière mise à jour, sur toute la partie vidéo,
on va pouvoir avoir un retour visuel sur l'écran du P3, sur tout ce qui se passe en vidéo, ça c'est plutôt classique, mais aussi en DMX. Ça, c'est la nouveauté. Ce qu'ils aimeraient faire, c'est aussi avoir le même rendu sur les lyres, mais c'est pas encore complètement affiné parce que comme on va avoir la notion de déplacement dans l'espace, donc pas via le pan et le tilt, c'est encore en réflexion. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour toute la partie créative produit et pour la partie Skeptron, Fatron, ça fonctionne très bien. Heu, Comment intégrer un écran LED d'une autre marque que Martin, pour, obtenir pour les synchroniser avec le Skeptron? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que souvent, les gens aimeraient que le P3 soit compatible avec toute marque, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Lorsqu'on veut intégrer finalement dans un design global des produits Martin un mur de LED lambda, ça se fait via le fameux le switch d'information à l'entrée du P3. Pourquoi? Parce que finalement, ça va être une acquisition du signal vidéo et il y aura le signal vidéo qui a vers le mur de marque lambda et le signal de vidéo qui rentrera à le P3. Et puis après, c'est des choses qu'on peut affiner sur le processeur du mur vidéo global. Mais c'est pas lié du coup au P3. Le P3, lui, il envoie ce qu'il peut envoyer, mais c'est pas sa vocation de pouvoir ralentir ou d'accélérer la vidéo. Question suivante. Donc la question suivante, c'est pour les mises à jour des Skeptron ou VDO atomiques, combien peut-on en faire via le P3? Alors ça, c'est assez sympa, ça fait partie justement de ce qu'on appelle le user friendly du logiciel. À chaque fois que vous allez connecter des P3, enfin n'importe quel produit, ça peut être des Skeptron mais autres au logiciel, en fait, il va automatiquement détecter si la barre est à jour ou pas. Et en fait, après, on ouvre un espace de communication et on peut lancer la mise à jour. Donc on peut avoir même 1000 barres connectées en même temps au logiciel. Il va en fait lancer la mise à jour barre par barre. Donc du coup, ça, c'est absolument pas un problème en termes de connectivité. Ici, une question sur la résolution de l'espace de travail. Donc, on demande si ça peut être du 1080p ou du 4K ou... Alors le 4K pas encore, on est plutôt en HD en termes de signal vidéo d'entrée sur le P3. Et la distance maxi entre le processeur et le PowerPort en RJ. Alors en réalité, il y a pas de distance maxi puisque c'est plutôt la capacité à un câble de pouvoir faire véhiculer des informations. Donc on sait que lorsqu'on est en RJ45, on est à 100 mètres et on dit qu'au-delà de 100 mètres, on commence à mettre un booster. Maintenant, la réalité du terrain fait que lorsqu'on sort d'un processeur, par défaut, on veut justement booster le signal pour être sûr que à l'entrée des produits, il n'y ait pas de problème. Donc effectivement, si je dois répondre de manière transparente, je dirais 100 mètres en sortie du processeur avant d'arriver sur soit un P3 PowerPort ou soit sur un produit. Le logiciel enregistre-t-il automatiquement le travail effectué? Alors oui, ça c'est le côté sympa, c'est-à-dire qu'à tout moment, si j'ai une coupure spontanée de la partie processeur, il redémarrera justement sur le dernier point sur lequel j'ai touché. Il y a une question au début, là, que je l'avais pas vu, donc c'était au début de ta session, une personne qui, par rapport à quand tu as parlé de câble Ethernet, finalement, en aval du switch en gigabit, quel format, quel type de câble on peut utiliser du Alors, ben, c'est une logique. C'est-à-dire qu'effectivement, mettre des câbles de mauvaise qualité fait qu'à un moment donné, on peut avoir un signal qui, lui, va être altéré. Donc, effectivement, la logique, c'est plutôt de mettre des câbles blindés qui permettront de véhiculer de meilleure manière le signal de sortie du P3. Eh bien, on dirait que on arrive au bout des questions. Ok. Alors si vous souhaitez, il est encore possible de poser vos questions. Ok, ben, on est sur la fin des questions. Je vous remercie d'avoir participé à cette session du jour. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, je rappelle que les différentes sessions sont enregistrées et seront disponibles sur nos plateformes. Je vous invite à revenir cet après-midi pour la session avec Patrice Esmelin. Ça sera justement une étude de cas autour d'une installation d'un produit architectural. Je vous souhaite une bonne journée et comme hier, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos familles. Au revoir.